Le sol de la maison était taché de sang. Donna Zuleka Okoro, la belle-mère la plus redoutée d'Abidjan, gisait affalée sur le marbre froid, le visage entre les mains, hurlant « Tu mourras pour Cécédia. Je vais te détruire la vie. » Mais sa belle-fille, Amara, resta debout. Ferme. Les yeux secs. Et ce qu'elle dit à cet instant choqua même ses ancêtres, et c'est. Car cette fois, c'est moi qui apprendrai. Personne n'imaginait comment cette guerre avait commencé. Ni le sombre secret qu'Amara allait découvrir sur cette famille. Un secret si troublant qu'il expliquerait des décennies de cruauté. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, par un chaud après-midi de mars. Lorsqu'Amara était entrée dans cette maison, mariée à son plus jeune fils, Kwame, elle le savait déjà. Donna Zuleka avait un cimetière de belles filles brisées. La première, Nala, souffrait d'une grave dépression et avait été admise en clinique psychiatrique à 23 ans. La deuxième, Femi, s'était enfuie au milieu de la nuit, ne laissant qu'un mot. Je préférerais mourir dans la rue que de vivre dans cette maison. La troisième, Aïgreko, y vivait encore, mais elle était un fantôme. Le regard vide. L'âme brisée. Les mains tremblantes. Elle n'avait que 32 ans, mais en paraissait 60. Zuleka n'était pas seulement cruelle. Elle était stratège, calculatrice et profondément perturbée. Elle réveillait ses belles-filles à 4 heures du matin avec des seaux d'eau froide. Elle les forçait à laver le sol à genoux pendant des heures, même enceinte, même malade. Et sa phrase fétiche était célèbre dans toute la ville. Dans cette maison, une belle-fille n'est pas une épouse. C'est une apprentie de la souffrance. Les gens riaient en l'entendant, mais les belles-filles savaient qu'elle le pensait littéralement. Certains disaient même que Zuleka n'était pas humaine, qu'elle avait conclu de sombres pactes. D'autres la qualifiaient simplement de femme cruelle, jamais confrontée à la réalité. La demeure d'Okoro se trouvait dans le quartier huppé de Cocody, entourée de hauts murs blanchis à la chaux, de portes dorées et de caméras de surveillance à chaque coin de rue. De l'extérieur, elle était majestueuse, avec ses jardins immaculés, ses fontaines en marbre et son garage abritant 5 voitures de luxe. À l'intérieur, c'était une prison élégante. Les pièces étaient décorées d'œuvres d'art africaines de grande valeur, de meubles européens et de tapis persans. Mais les murs recelaient des secrets. Des secrets qui murmuraient dans la nuit. Des secrets qu'Amara allait bientôt découvrir. Zuleka dirigeait tout d'une main de fer. Les 8 domestiques qui travaillaient dans la maison, son mari qui n'osait plus la contredire, ses 4 enfants qui tremblaient au son de sa voix, et surtout ses belles-filles, traitées comme des biens. Elle avait 62 ans, une peau noire et éclatante, toujours imprégnée de beurre de karité onctueux, un turban impeccable en véritable tissu africain, des bijoux en or véritable au cou et aux poignets, et une voix à glacer le sang. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, l'air devenait plus lourd. On respirait différemment. Son mari, l'homme d'affaires Tobias Okoro, avait depuis longtemps renoncé à la confronter. Propriétaire de 3 usines textiles et de 2 fermes, il était un homme puissant en affaires, mais totalement soumis à la maison. Il préférait passer ses journées au bureau ou au club de golf, ne rentrant chez lui que pour dormir. Son regard exprimait une profonde tristesse, comme s'il avait perdu une bataille des années auparavant et ne s'en était jamais remis. Les employés disaient qu'il avait été différent autrefois, qu'il avait été courageux autrefois, mais que Zuleka avait brisé quelque chose en lui. Les 3 fils avaient réussi professionnellement, mais étaient brisés émotionnellement. L'aîné, Kofi, était avocat et marié à Aïgreko, sa belle-fille fantôme. Il buvait en cachette et pleurait parfois seul dans son bureau. Le cadet, Jabari, était médecin et avait divorcé 2 fois parce qu'il n'avait pas pu protéger les femmes de sa mère. Et le cadet, Kwame, était architecte. Il était différent de ses frères. Il avait une lueur dans le regard, un homme qui croyait encore que les choses pouvaient changer. C'est ce qui attirait Amara. Et puis il y avait Adjoa, la fille aînée. À 34 ans, célibataire et amère, elle était la copie parfaite de Zuleka, arrogante, rancunière et accro à l'humiliation de ses belles-sœurs. Elle ne s'était jamais mariée car, disait-on, aucun homme ne supportait sa méchanceté. Mais la vérité était plus triste. Adjoa ne s'était jamais mariée par peur d'être traitée comme elle et sa mère traitaient leur belle-fille. Elle avait peur de trouver sa propre Zuleka. Le jour où Kwame présenta Amara à la famille, un silence de mort s'abattit sur la salle à manger. C'était un dimanche après-midi, la table était dressée avec de la porcelaine fine et des couverts. Tous les membres de la famille étaient présents, assis à leur place hiérarchique. Zuleka était à la tête, bien sûr. Lorsqu'Amara entra, toutes les têtes se tournèrent. Elle avait 28 ans, était diplômée en droit de l'université de Lagos et avait travaillé 5 ans dans un cabinet d'avocat international. Elle avait une posture ferme, les épaules droites et un regard direct. Elle ne baissa pas les yeux lorsque Zuleka croisa son regard. Zuleka examina la jeune fille de la tête aux pieds avec un regard de mépris calculé.
Elle regarda ses chaussures, simples mais propres, sa robe, modeste mais bien coupée, ses mains, ongles courts, sans vernis, son visage, joli, mais pas trop maquillé, et enfin ses yeux. Et c'est là que Zuleyka perçut quelque chose de différent. Ses yeux ne reflétaient aucune peur. Ils reflétaient la détermination. Magnifique, dit sa belle-mère avec un sourire faux, ses dents parfaitement blanches apparaissant comme celles d'un prédateur. Mais la beauté se perd avec l'âge, avec les enfants, avec le travail. Le caractère se forge. Et ici, dans cette maison, c'est moi qui forge les caractères. Je suis l'architecte des âmes. Amara répondit poliment, mais sans soumission, enchanté de vous rencontrer, donna Zuleyka. Kwam ne tarit pas d'éloges sur vous. Il a dit que vous étiez une femme forte. Sa belle-mère rit d'un rire profond et menaçant. Forte? Il aurait dû utiliser un autre mot. Mais vous le découvrirez. Adjoa rit à côté de sa mère. Aigreco regarda Amara avec pitié. Les hommes baissaient les yeux vers leurs assiettes. Lors de ce premier déjeuner, Amara observa tout. La façon dont Aigreco servait tout le monde avant de se servir elle-même. La façon dont Adjoa frappait des mains pour appeler le personnel comme s'il s'agissait de chiots. La façon dont les hommes mangeaient en silence, sans jamais engager la conversation. La façon dont Zuleyka contrôlait chaque détail, de la quantité de riz que chacun pouvait absorber à l'heure à laquelle il pouvait boire de l'eau. Ce n'était pas une famille. C'était une monarchie absolue. Et Zuleyka était la reine tyrannique. Après le déjeuner, Zuleyka invita Amara à lui faire visiter la maison. Mais ce n'était pas une visite amicale. C'était une menace. Zuleyka lui montra chaque pièce, expliquant ses attentes. Voici la cuisine. Ici, tu te réveilleras tous les matins à 5 heures pour préparer le petit déjeuner familial. Un café fort, sans sucre pour moi, beaucoup de sucre pour Adjoa. Si tu fais une erreur, tu recommenceras. Amara se contenta d'observer, sans rien promettre. Cela irrita Zuleyka. C'est la chambre des belles filles. Vous dormirez ici jusqu'à ce que vous prouviez que vous méritez de coucher avec vos maris. Amara fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Kwam et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Zuleyka se retourna lentement, comme un serpent. Tiens, ce que tu as fait là-bas n'a aucune importance. Ici, tu recommences à zéro. Et c'est moi qui décide quand tu auras progressé. Amara sentit sa colère monter, mais elle la contrôla. Ce n'était pas encore le moment de l'affronter. Pas encore. Zuleyka continua, c'est ma chambre. N'y entrez jamais sans ma permission. Ni pour faire le ménage. Ni en cas d'urgence. C'est mon sanctuaire. Elle ouvrit brièvement la porte et Amara vit quelque chose d'étrange. Les murs étaient couverts de vieilles photos, des dizaines, mais toutes comportaient des visages gribouillés au marqueur rouge. C'étaient des photos de jeunes femmes. De vieilles belles filles? La porte se referma trop vite pour qu'Amara en soit sûre, mais l'image lui resta gravée dans la tête. Les premiers jours furent une épreuve psychologique intense. Zuleyka réveillait Amara à 5 heures du matin en frappant bruyamment à la porte avec un bâton. Debout. Une belle fille paresseuse ne tiendra pas ici. La journée a commencé il y a 1 heure. Amara obéit, se leva, se lava le visage et descendit. Mais toujours avec un sourire discret qui rendait sa belle-mère furieuse. On aurait dit qu'elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Comme si elle avait un plan. Aigreco, la belle-fille fantôme, a essayé d'aider Amara dès les premiers jours. Elle lui a appris les ficelles de la survie. Ne regarde jamais donna Zuleyka directement quand elle parle. Baisse les yeux. Ne réponds jamais par des phrases complètes, juste oui, madame ou non, madame. Ne souris jamais, car elle interprète cela comme un défi. Et surtout, ne pleure jamais, jamais, car cela la nourrit. Elle aime voir la souffrance. Amara écouta attentivement, puis demanda quelque chose d'inattendu. Aigreco, pourquoi es-tu encore là? Aigreco cessa de plier ses vêtements. Ses mains tremblaient. Parce que je n'ai nulle part où aller. Ma famille m'a rejetée quand je me suis mariée. Ils ont dit que j'avais choisi l'Okoro, alors j'ai dû faire avec. Et j'ai essayé de partir une fois. J'ai essayé de m'enfuir. Mais Donna Zuleyka m'a retrouvée. Et ce qu'elle a fait était si horrible que je n'ai plus jamais réessayé. Elle se mit à pleurer en silence. Amara la serra dans ses bras. Tu sortiras d'ici. Je te le promets. On y arrivera tous. Aigreco la regarda, incrédule. Tu ne comprends pas. Elle n'est pas seulement cruelle. Elle a des relations. Elle a du pouvoir. Elle connaît des gens importants. Des policiers, des juges, des politiciens. Un jour, une belle fille a essayé de la dénoncer, et le lendemain, la plainte a disparu.
La belle-fille a été retrouvée dans la rue, battue. Ils n'ont jamais su qui a fait ça. Mais nous savons tous. Amara serra la main d'Aigreco. Je sais. Et c'est pourquoi mon plan ne se limite pas à signaler. Il implique quelque chose qu'elle n'attendra jamais, la vérité. La tension monta d'un cran la deuxième semaine. Lors d'un dîner de famille, Zuleka servit à chacun de généreuses portions, sauf à Amara. Elle n'ajouta que 2 cuillerées de riz et rien d'autre. Lorsque sa belle-fille lui demanda poliment si elle avait oublié le reste, sa belle-mère répondit haut et fort, à la voix de tous, « Ai-je oublié ? Non, ma chère. Tu ne mérites pas de manger à ma table tant que tu n'auras pas prouvé ta valeur. Jusqu'à présent, tu n'as fait que me décevoir. » Les beaux-frères rirent nerveusement, n'ayant pas le courage de se défendre. Kwam resta silencieux, fixant son assiette, lâche. Amara se leva calmement, prit son assiette avec 2 maigres cuillerées de riz, alla à la cuisine, prépara une assiette pleine de poulet, de légumes, de salade et de jus, retourna à table, s'assit et commença à manger en silence. Zuleka rougit de colère, les veines de son cou saillantes. Qui t'a donné la permission d'entrer dans ma cuisine sans permission? Amara mâcha, avala calmement, s'essuya la bouche avec sa serviette et répondit, la faim. Et la dignité humaine. 2 concepts qui semblent étrangers dans cette maison. La salle se figea. Adjoa laissa tomber sa fourchette. Tobias, le patriarche, leva les yeux pour la première fois depuis des mois. Aigreco écarquilla les yeux de panique. Kwam murmura, Amara, s'il te plaît. Mais Amara continua de manger, calme, comme si de rien n'était. Zuleka tremblait de rage, mais quelque chose la retint d'exploser à cet instant. Peut-être parce que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait confrontée publiquement et calmement. Non pas avec colère ou peur, mais avec calme. Et c'était bien plus dangereux. Cette nuit-là, à 2 heures précises du matin, sa belle-mère fit irruption dans la chambre où Amara dormait, alluma toutes les lumières d'un coup et cria, « Lève-toi. Lève-toi tout de suite. Tu vas apprendre le respect à l'instant même. » Amara se redressa dans son lit, mais pas par peur. Elle était épuisée. « Madame Zuleka, il est 2 heures du matin. Que voulez-vous exactement ?» Sa belle-mère jeta un seau en plastique bleu et une vieille brosse par terre. « Je veux que tu laves tout le couloir. À genoux. Avec cette brosse. Et tu ne peux pas t'arrêter avant que je te le dise. » Kwam tenta d'intervenir pour la première fois. « Maman, s'il te plaît, c'est trop, elle a besoin de dormir, demain elle a. » Zuleka se tourna vers lui comme un serpent prêt à attaquer. « Tais-toi. Tais-toi. Tu veux une femme ou une mère? Choisis. Parce que si tu veux une femme, il faut qu'elle soit digne de toi. Et c'est moi qui décide si elle est digne. » Kwam baissa la tête, vaincu, et retourna se coucher. Amara le regarda avec une profonde déception, une déception plus douloureuse que les paroles de Zuleka. Amara prit le seau et la brosse, lança à sa belle-mère un regard qui signifiait « tu vas le regretter », et quitta la pièce. Mais elle ne lava rien. Elle alla directement à la bibliothèque en bas, une immense pièce remplie de livres que personne ne lisait, attrapa une couverture dans un fauteuil, s'allongea sur le confortable canapé en cuir et dormit profondément. Lorsque Zuleka descendit à 5 heures du matin, s'attendant à trouver le couloir étincelant et Amara épuisée, elle le trouva intact et sa belle-fille dormant paisiblement dans la bibliothèque. « Amara. Amara. Réveille Théoï. » La belle-fille se réveilla calmement, s'étira comme un chat satisfait, regarda sa belle-mère et dit « Bonjour, Madame Zuleka. Avez-vous bien dormi ?» Sa belle-mère était violette, littéralement violette de rage. « Tu n'as pas lavé le couloir. Je te l'ai ordonné directement. » Amara se leva, plia calmement la couverture, la remit sur la chaise et s'approcha à quelques centimètres du visage de Zuleka. « Non. Parce que je ne suis pas ta servante. Je ne suis pas ton esclave. Je suis la femme de ton fils. Et je mérite le respect. Un respect que, visiblement, personne n'a jamais eu le courage d'exiger de toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les domestiques qui préparaient le café dans la cuisine arrêtèrent tout pour écouter. Aigreco, qui était à l'étage, descendit en courant, terrifié par ce qui pourrait arriver. Adjoa apparut dans le couloir, toujours en chemise de nuit, avec un sourire malicieux, attendant que sa mère détruise cette belle fille insolente. Mais ce qui arriva fut différent. Zuleka se précipita pour gifler Amara, une gifle de toute la force dont ses 62 ans étaient capables. Mais Amara était plus jeune, plus rapide et préparée. Elle saisit le poignet de sa belle-mère en plein vol. Avec force. Zuleka essaya de se dégager de l'autre main, mais Amara s'accrocha aux deux. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle tira, tenta de se tordre, mais ne parvint pas à se libérer. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un la maîtrisait physiquement. Quelqu'un était plus fort qu'elle.
Amara lâcha lentement les bras, mais ses yeux brûlaient de détermination. Ne lève plus jamais la main sur moi. Plus jamais. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Je suis venue ici pour aimer ton fils. Mais si tu insistes pour la guerre, alors tu auras la guerre. Et je te garantis que tu n'aimeras pas le résultat. Zuleyka recula de 2 pas, ressentant pour la première fois de sa vie quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la peur. La peur d'une belle-fille. La guerre fut officiellement déclarée. Et dans les jours qui suivirent, Zuleyka intensifia son harcèlement de manière de plus en plus cruelle et créative. Elle cachait les vêtements d'Amara, jetait sa nourriture à la poubelle quand elle ne regardait pas, fermait la salle de bain à clé alors qu'elle savait qu'elle en avait besoin, coupait le chauffe-eau les jours de grand froid, répandait de vicieuses rumeurs à son sujet auprès des voisins et gâchait même un entretien d'embauche qu'Amara avait prévu en appelant l'entreprise pour lui annoncer ses problèmes de santé mentale. Mais Amara ne se laissa pas démonter. Elle s'acheta de nouveaux vêtements avec son propre argent, mangea au restaurant, utilisa les toilettes des employés sans se plaindre, prit des douches froides en chantant et obtint le poste malgré les rumeurs parce qu'elle y alla en personne expliquer la situation. Et toujours avec ce sourire serein qui mena Zuleyka au bord de la crise de nerfs. Comme si rien de ce qu'elle faisait n'avait d'effet. Comme si Amara était immunisée contre le poison. Les autres belles-filles commencèrent à admirer secrètement Amara. Aigreco sourit même pour la première fois depuis 7 ans en voyant sa belle-sœur tenir tête à sa belle-mère sans céder. « Comment fais-tu » demanda-t-elle un après-midi, alors qu'elles faisaient la vaisselle ensemble. « Comment fais-tu pour ne pas craquer » Amara s'arrêta, regarda Aigreco et dit « Parce que je sais quelque chose que tu ignores encore. Les gens comme Donna Zuleyka n'ont de pouvoir que si nous le leur donnons. Son pouvoir n'est pas réel. Il repose sur notre peur. Et j'ai décidé de ne pas avoir peur. » Mais Aigreco avait peur. Très peur. Tu ne comprends pas. Elle a fait des choses terribles. Sa première belle-fille, Nala, n'est pas tombée malade seule. Donna Zuleyka mettait des choses dans sa nourriture. Je l'ai vue. Je l'ai vue mettre de la poudre blanche. Nala a commencé à avoir des hallucinations, elle est devenue paranoïaque. Elle est devenue folle. Et quand sa famille est venue la chercher, Donna Zuleyka a dit qu'elle avait toujours été folle, qu'elle l'était avant de se marier. Et tout le monde l'a cru. Amara arrêta de faire la vaisselle. Tu as des preuves. Aigreco secoua la tête. Non. Tout a disparu. Mais je sais ce que j'ai vu. Amara serra Aigreco dans ses bras. Alors, on aura des preuves. De tout. Parce que son règne prendra fin. Je te le promets. Mais Aigreco était terrifiée. Elle a des yeux partout. Les domestiques lui disent tout. Les caméras dans la maison, elle voit tout. Elle est même au courant de nos conversations. Elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. On dirait qu'elle a des pouvoirs. Amara réfléchit un instant. Ce ne sont pas des pouvoirs. C'est du contrôle. Et chaque contrôle a une faiblesse. Découvrons laquelle est la sienne. Cette nuit-là, Amara commença son enquête. Pendant que tout le monde dormait, elle explora silencieusement la maison. Elle découvrit que les caméras de la plupart des pièces étaient fausses, seules 3 fonctionnaient réellement. Elle découvrit que l'un des domestiques, le plus âgé, un homme de 70 ans nommé Kofi, n'était pas loyal envers Zuleyka. Il était là depuis 40 ans et avait tout vu. Il connaissait tous les secrets. Amara s'approcha de lui. « Monsieur Kofi, puis-je vous faire confiance ?» Le vieil homme la regarda d'un air las. « Ça dépend. Vous faire confiance pourquoi ?» Amara fut directe, pour renverser Donna Zuleyka. Le vieil homme écarquilla les yeux, regarda autour de lui avec effroi, puis un sourire triste apparut sur son visage. « J'attends ça depuis 40 ans. Que voulez-vous savoir ?» Amara s'assit à côté de lui dans la cuisine. « Tout. Je veux tout savoir d'elle. » Kofi commença à raconter son histoire. Donna Zuleyka n'était pas née cruelle. Elle était brisée. Jeune, belle et pleine de rêves, elle épousa M. Tobias. Mais sa mère, la grand-mère des garçons, était une femme horrible. Pire que Donna Zuleyka. Elle la tortura pendant des années. Humiliation publique, violence physique, allant jusqu'à l'enfermement de Zuleyka dans une pièce pendant 3 jours sans nourriture. Zuleyka faillit mourir. À la mort de sa grand-mère, Zuleyka jura de ne plus jamais être faible. Elle jura de prendre le contrôle. Et elle devint le monstre qu'elle haïssait. Amara ressentit une pointe de compassion, mais ne la laissa pas affaiblir sa détermination. Et les belles filles ? Que leur est-il arrivé à toutes ? Kofi soupira profondément. La première, avant Nala, s'appelait Yara. C'était l'épouse du fils aîné, Kofi. Yara était forte, belle, pleine de vie.
Mais Donna Zuleka ne supportait pas de voir une femme heureuse. Amara sentit la colère bouillonner en elle. 15 ans, et personne n'a rien fait. Kofi baissa les yeux. Qui le croirait? La famille Okoro est puissante. Ils ont de l'argent, de l'influence. Et Donna Zuleka est très douée pour se faire croire. Elle pleure, joue les victimes, dit qu'elle aimait sa belle-fille comme sa fille. Et tout le monde la croit. Et son mari? Tobias? Il n'a jamais essayé de l'en empêcher? Kofi eut un rire amer. Il a essayé une fois. Au début de leur mariage. Il a confronté sa mère à propos de la façon dont elle traitait Zuleka. Sa grand-mère a ordonné qu'il soit battu. Oui, elle a ordonné à ses gardes du corps de frapper son propre fils. Devant Zuleka. Et elle a dit, « Comme ça, tu sauras qui commande ici. » Il n'a jamais riposté. Et quand Zuleka a pris le pouvoir, il était complètement brisé. C'est un homme vivant, mais mort intérieurement. Amara passa les nuits suivantes à recueillir des informations. Il découvrit que Zuleka tenait un journal intime caché dans sa chambre, mais qu'elle ne pouvait y entrer sans se faire remarquer. Il apprit qu'Adjoa, sa fille, avait été rejetée par 5 hommes différents, qui s'étaient tous enfuis après avoir rencontré Zuleka. Elle découvrit que ses fils suivaient secrètement une thérapie, payant en espèces pour que leur mère ne le découvre pas sur leur relevé bancaire. Et elle découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Zuleka possédait une pièce secrète au sous-sol. Aucune de ses belles-filles n'en savait rien. Kofi lui expliqua que c'était là qu'elle gardait les affaires de ses belles-filles. Vêtements, photos, journaux intimes, tout. Comme des trophées. Amara devait entrer dans cette pièce. Mais seule Zuleka en avait la clé. Le moment décisif commença à poindre un jeudi après-midi. Amara lisait un livre de droit pénal sur le porche, prenant des notes, lorsqu'Adjoa arriva avec 3 amis. Toute riche, fille d'homme d'affaires, vêtue de vêtements de créateur, couverte de bijoux, mais dénuée d'empathie. Adjoa désigna Amara du doigt comme on désigne un animal au zoo, c'est la nouvelle esclave de maman. Elle n'a pas encore appris sa place, mais elle y arrivera. Elles y arrivent toujours. Ses amis éclatèrent de rire, un rire de supériorité bien rodé. L'une d'elles, une femme rondelette avec d'énormes boucles d'oreilles en or, dit, mais elle a l'air fière. Combien de temps penses-tu que ça va prendre, Adjoa? 1 semaine avant qu'elle ne craque? Adjoa pensa dramatiquement. 3 jours. Je parie que 3 jours. Amara referma lentement le livre, marqua la page, regarda Adjoa et demanda calmement. Adjoa, quel âge as-tu déjà? 35? 36? Adjoa fronça les sourcils, offensée. 34 ans. Pourquoi veux-tu savoir? Amara sourit, mais c'était un sourire triste, empreint de pitié. Parce que c'est vraiment triste de voir une femme adulte qui a encore besoin de sa mère pour se sentir puissante. Tu n'as aucune identité propre. Tu n'as aucun accomplissement personnel. Tu n'es que l'ombre de Zuleka. Et je te plains. Parce qu'à sa mort, tu découvriras que tu n'as jamais été quelqu'un. Juste un écho. Le silence qui s'abattit sur le balcon était si épais qu'il semblait pesant. Ses amis cessèrent aussitôt de rire. L'une d'elles murmura, « Waouh !» Adjoa devint rouge, puis blanche, puis de nouveau rouge. Elle tremblait de honte et de colère. Parce qu'Amara avait dit la vérité, tout le monde le pensait, mais personne n'osait la dire. Adjoa n'était pas une femme. Elle était une extension de Zuleka. Tu vas le regretter, cracha Adjoa, les larmes aux yeux. Tu vas tellement le regretter. Et elle s'enfuit, poursuivie par ses amis, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et d'insécurité. Amara rouvrit le livre, mais elle savait, la tempête approchait. Et elle était préparée. Quelques minutes plus tard, comme prévu, Zuleka apparut sur le porche tel un ouragan. Tu as humilié ma fille. Le cri était si fort que les oiseaux s'envolèrent des arbres. Amara resta assise, calme, marquant une autre page du livre avant de lever les yeux. Non, Madame Zuleka. Votre fille s'est humiliée elle-même en essayant de m'humilier la première. J'ai simplement souligné une évidence que tout le monde voit sauf vous deux. Zuleka se précipita et tenta de tirer les cheveux d'Amara, un acte primitif de pure rage. Mais sa belle-fille fut plus rapide. Elle se leva vivement, s'écarta avant que sa belle-mère ne puisse la toucher et dit d'une voix ferme et forte. « Touche-moi et j'appelle la police. Ici même. Maintenant. Et cette fois, ce ne sera pas un rapport qui disparaîtra. Ce sera une affaire publique. Avec témoins. Avec preuves. C'est ce que tu veux ?» Zuleka s'arrêta, haletante, car pour la première fois, quelqu'un avait menacé d'impliquer les autorités aussi directement et avec autant d'assurance. Elle avait toujours réussi à tout garder secret, entre les 4 murs du manoir. Mais Amara enfreignait toutes les règles.
Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit, cria Zuleka, mais la peur transparaissait dans sa voix. Amara sortit son téléphone de sa poche, le déverrouilla et montra l'écran. J'ai 6 mois d'enregistrement. 6 mois d'audio. Chaque petit matin. Chaque humiliation. Chaque menace. Tout est documenté, avec la date et l'heure. Et tout est déjà dans le cloud, avec 3 sauvegardes. Le visage de Zuleka se vida de ses couleurs. Elle tituba, agrippée au mur. Ses lèvres tremblaient. Pour la première fois depuis des décennies, Donna Zuleka Okoro avait peur. Une vraie peur. Vous mentez. Enregistrer sans autorisation est interdit. Amara esquissa un sourire glacial. Dans un cadre familial, avec des preuves d'un crime, l'enregistrement est autorisé. Article 5 de la Constitution. Je suis avocate, vous vous souvenez? Vous avez choisi la mauvaise belle-fille, Donna Zuleka. Zuleka tenta de se ressaisir, redressant son turban et s'éclaircissant la gorge. Ma fille est détruite à cause de toi. Amara rangea son téléphone. Ta fille est détruite à cause de Théoï. Tu as créé une femme adulte qui ne sait pas vivre sans toi. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance toxique. Et au fond, tu le sais. Zuleka ressentit ces mots comme des coups de couteau, mais au lieu de riposter, elle fit demi-tour et partit en silence. Pour la première fois, elle avait reculé. Ce soir-là, Zuleka convoqua une réunion de famille d'urgence. Tous les fils étaient tenus d'y assister, même ceux qui vivaient à la maison. Toutes les belles-filles devaient être présentes. Le patriarche Tobias fut appelé en urgence de son bureau. À 20 heures, tout le monde était assis dans la grande salle à manger. La tension était palpable. Les yeux d'Adjoa étaient rouges à force de pleurer. Aigreco tremblait de peur. Kwam regarda Amara avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Zuleka se tenait en bout de table, théâtrale comme toujours, vêtue d'une robe noire comme si elle assistait à des funérailles. Et d'une certaine manière, c'était le cas. C'étaient les funérailles de son règne, même si elle ne le savait pas encore pleinement. Soit cette femme quitte cette maison, déclara-t-elle en désignant Amara du doigt, soit je m'en vais. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de négociation. C'est un cancer dans cette famille et il faut l'éliminer avant qu'elle ne nous détruise tous. Tout le monde regardait Amara, s'attendant à ce qu'elle s'incline, s'excuse, pleure, implore son pardon et une nouvelle chance. Mais Amara se leva calmement, lissa sa robe et regarda Kwam droit dans les yeux. Ta mère a tout à fait raison. L'un de nous doit quitter cette maison. Kwam pâlit. Amara, non. Elle leva la main, signifiant le silence. Et puisque je ne suis pas née pour être l'otage de la tyrannie, puisque je ne suis pas née pour vivre dans un royaume de peur, je choisis de partir. Mais pas seule. Elle regarda les autres belles-filles, surtout Aigreco. Aigreco, as-tu encore les coordonnées de Yara? De la première belle-fille, celle qui est hospitalisée depuis 15 ans? Les yeux d'Aigreco s'écarquillèrent, confus et effrayés. J'ai les coordonnées de sa famille. Pourquoi? Amara poursuivit. Et Nala? Celle qui a fait une dépression nerveuse? Sais-tu où elle est? Aigreco hocha la tête en tremblant. Elle est de retour dans sa famille. Elle vit à la campagne maintenant. Mais elle refuse de parler de ce qui s'est passé ici. Elle a très peur. Amara prit une grande inspiration. Parce que je vais poursuivre Donna Zuleka en justice pour violence psychologique continue, séquestration, coups et blessures, menaces et empoisonnement volontaire. Et vous allez toutes témoigner. Yara va témoigner. Nala va témoigner. Toutes les femmes que cette famille a détruites auront enfin la parole. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Elle entendit son propre cœur battre. Zuleka se mit à rire, mais d'un rire nerveux et brisé. Vous n'avez aucune preuve. Ce ne sont que des mots. Amara sortit son téléphone et le connecta à une enceinte portable qu'elle avait emportée dans son sac. Elle s'était préparée à ce moment. Alors, écoutons. Et elle appuya sur lecture. La voix de Zuleka résonna dans la pièce, enregistrée 3 mois auparavant à 3 heures du matin. Dans cette maison, une belle-fille n'est pas une épouse. C'est une apprentie de la souffrance. Et tu n'as pas encore assez souffert. Mais tu souffriras. Je te le promets. Je te briserai comme j'ai brisé tous les autres. Jusqu'à ce que tu me supplies de partir. L'enregistrement continuait. Tu te crois forte? L'autre le pensait aussi. Yara. Elle pensait pouvoir me défier. Tu sais où elle est maintenant? Dans un hôpital psychiatrique. Folle. En train de baver. Parce que je lui ai fait ça. Et je vais te faire ça aussi. Zuleka essaya d'attraper son téléphone, mais Tobias, son mari, la saisit par le bras pour la première fois depuis 20 ans. Zuleka, ça suffit. Ça suffit.
Elle essaya de se dégager. Lâche-moi. Cet enregistrement est illégal. Mais Tobias refusa. Amara passa un autre extrait audio, plus récent celui-ci. Aujourd'hui, j'ai mis la poudre dans la nourriture d'Amara. La même que j'ai utilisée sur Nala. On verra combien de temps elle supportera avant de voir des choses. La pièce explosa. Kofi, le fils aîné, se leva, sous le choc. Maman, tu as empoisonné tes belles-filles. Zuleka était pâle. Ce n'était pas du poison. C'était juste. C'était juste pour les rendre plus dociles. Pour les calmer. Jabari, le médecin, était horrifié. Les calmer avec quoi? Quelle substance as-tu utilisée? Zuleka ne répondit pas. Elle ne pouvait pas répondre. Amara continua. J'ai conservé des échantillons de nourriture. Je les ai fait analyser en laboratoire. Des benzodiazépines à forte dose. Elle droguait systématiquement ses belles-filles pour les rendre confuses, somnolentes et incapables de réagir. Aigreco se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. C'est pour ça que je me sentais toujours si fatiguée. C'est pour ça que je n'arrivais pas à réfléchir. C'est pour ça que... Elle tomba à genoux par terre en sanglotant. Adjoa était sous le choc, regardant sa mère comme si elle la voyait pour la première fois. Maman, tu as vraiment fait ça? Tu les as droguées? Zuleka tenta d'expliquer. C'était pour leur bien. C'était pour qu'elles apprennent. C'était pour qu'elles deviennent de meilleures femmes. Mais sa voix était brisée, brisée. Le château de cartes s'écroulait, et elle le savait. Tobias lâcha le bras de sa femme et recula, la regardant avec dégoût et tristesse. Qui es-tu? Je ne te reconnais plus. Tu es devenue exactement ce qu'était ta belle-mère. Le monstre que tu détestais tant. Zuleka se tourna vers lui, les larmes aux yeux. J'ai fait ça pour nous. Pour protéger notre famille. Pour que nos fils aient des épouses fortes. Tobias secoua la tête. Tu n'as pas élevé des femmes fortes. Tu as élevé des victimes. Et tu as fait de nos fils des complices silencieux. Kwam pleurait, la tête entre les mains. Amara, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était si grave. Je pensais que c'était juste de la rigidité, de l'exigence. Je n'étais pas au courant pour l'empoisonnement, pour... Amara le regarda avec pitié. Tu savais qu'elle était cruelle. Tu as vu les autres belles-filles souffrir. Et tu n'as rien fait. Le silence est aussi une complicité, Kwam. Amara ouvrit son sac et en sortit un dossier rempli de documents. Voici les rapports d'analyse alimentaire. Voici les transcriptions et les enregistrements notariés. Voici les déclarations écrites de 2 employés témoins des abus. Et voici, elle sortit un autre document, l'ordonnance du tribunal que j'ai reçue ce matin pour une enquête criminelle. La police sera là demain à 9h. Zuleka tituba jusqu'à une chaise et s'assit lourdement. Ses mains tremblaient. Son turban était de travers. Son maquillage ruisselait de larmes. Pour la première fois, elle ressemblait à une vieille femme effrayée, et non à un tyran puissant. « Je vais en prison », murmura-t-elle. Amara rangea les documents. « Ça dépend. Si vous coopérez, si vous acceptez de vous faire soigner, si vous acceptez de réparer les dégâts, nous pourrons peut-être éviter la prison. Mais ce n'est pas garanti. » Tobias s'approcha d'Amara. « Que veux-tu? De l'argent? On peut te payer. On peut te payer n'importe quelle somme pour que tu oublies ça. » Amara le regarda fermement. « Je ne veux pas d'argent. Je veux que justice soit faite. Je veux que Yara reçoive un traitement psychiatrique approprié, financé par la famille. Je veux que Nala soit indemnisée pour ce qu'elle a subi. Je veux qu'Aigreco soit libre de partir quand elle le souhaite, avec un soutien financier jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Et je veux que Donna Zuleka n'ait plus jamais, jamais, de pouvoir sur aucune femme de cette famille. » Zuleka leva les yeux rouges. « Et si j'acceptais tout ça? L'affaire disparaîtrait elle? » Amara était honnête. « Non. L'affaire continue. Les crimes ne disparaissent pas avec des accords privés. Mais votre coopération sera prise en compte. Vous pourriez encourir 5 ans de prison, ou bénéficier d'un traitement ouvert avec travaux d'intérêt général. C'est à vous de voir. » La pièce resta silencieuse pendant de longues minutes. Ce fut Adjoa qui rompit enfin le silence, la voix rauque à force de pleurer. « Maman, accepte. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, accepte et finissons-en. » Zuleka regarda sa fille, puis ses enfants, puis son mari. Ils avaient tous la même expression, un mélange d'épuisement et de soulagement. Du soulagement, car enfin, ce règne de terreur prenait fin. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produisit. Personne, pas même Amara, n'avait anticipé. Zuleka se leva lentement et se dirigea silencieusement vers la cuisine. Tout le monde pensait qu'elle allait faire du thé, qu'elle avait besoin d'un moment.
Mais elle revint avec un grand couteau à steak. Si je tombe, tout le monde tombera avec moi. Le cri était primitif, animal. Elle se jeta sur Amara, le couteau levé, les yeux emplis de folie. Quam hurla. Aigreco hurla. Tobias tenta de retenir sa femme, mais elle était portée par l'adrénaline. La lame fendit l'air vers le cou d'Amara. Mais Amara avait suivi des cours d'autodéfense pendant 6 mois, se préparant à toutes les éventualités. Elle esquiva le coup, saisit le bras de Zuleka et lui tordit le poignet avec une technique de Krav Maga, envoyant le couteau au sol. Mais Zuleka ne s'arrêta pas. De sa main libre, elle tenta de griffer le visage d'Amara, de la mordre, de lui donner des coups de pied. C'était une femme possédée. Amara, pour se défendre, pivota et profita de l'élan de sa belle-mère pour la projeter sur le sol en marbre. Le choc fut violent. Le nez de Zuleka heurta le sol et le sang se mit à couler. C'est à ce moment que l'histoire commença. Du sang sur le marbre. La belle-mère s'effondra. La belle-fille, debout, essoufflée. Zuleka hurlait en essayant de se relever. Tu vas mourir pour Cécédia. Je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Amara la regarda, essoufflée, pleine de pitié et de tristesse, et c'est. Parce que cette fois, c'est moi qui vais apprendre. C'est à ce moment-là qu'Adjoa appela les secours. La police arriva 15 minutes plus tard. L'ambulance était juste derrière. Les ambulanciers se sont occupés de Zuleka, qui continuait de proférer des menaces et de tenter de se libérer. L'un d'eux a murmuré à son collègue, « Elle a besoin d'un sédatif. » Et ils l'ont administré. Zuleka a été emmenée à l'hôpital sous escorte policière. Amara a dû témoigner. Elle a montré les enregistrements aux policiers. Elle a montré les rapports. Elle a tout montré. Le chef de la police, un homme d'une 50aine d'années las des violences conjugales, a secoué la tête. Cette femme aurait dû être arrêtée il y a longtemps. Les jours suivants, l'affaire éclata. La famille Okoro, toujours si respectée, fit la une des journaux. Une matriarche accusée de torture conjugale et d'empoisonnement. Les gros titres étaient choquants. La société abidjanaise était sous le choc. Comment une femme aussi élégante et respectée pouvait-elle être aussi monstrueuse? Mais des victimes commencèrent à se manifester. Yara, par l'intermédiaire de sa famille, confirma les abus. Nala, prenant son courage à 2 mains, donna une interview, décrivant les drogues, les hallucinations et la terreur. Le procès fut rapide car les preuves étaient irréfutables. Zuleka fut condamnée à 3 ans de prison, avec toutefois le droit de purger sa peine en régime ouvert en raison de son âge et de son consentement à un traitement psychiatrique intensif. Elle dut vendre certains de ses bijoux pour payer les dommages et intérêts. Elle fut contrainte d'effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. L'ironie ne lui échappa pas. Mais le moment le plus important, celui qui a tout changé, s'est produit 3 mois plus tard. Amara était en train de préparer ses affaires pour emménager avec Quam dans leur appartement lorsqu'elle entendit frapper doucement à la porte. Elle ouvrit et vit Zuleka. Mais plus l'imposante Zuleka d'avant. C'était une femme sans turban, sans bijoux, vêtue simplement, les yeux gonflés par les larmes. « Je peux entrer ?» La voix était faible, presque enfantine. Amara hésita, mais ouvrit la porte en grand. Zuleka entra et regarda autour d'elle comme si elle voyait la pièce pour la première fois. « Tu t'en vas. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Amara hocha la tête. « Oui. Quam et moi avons loué un appartement. Aigreco part aussi. Elle vivra chez sa sœur le temps de sa convalescence. » Zuleka hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. « J'ai tout détruit, n'est-ce pas ?» Amara ne mentit pas. « Oui. Tu as détruit de nombreuses vies. Y compris la tienne. » Zuleka s'assit sur le lit, les mains tremblantes. La thérapeute dit que j'ai un trouble de la personnalité. Elle dit que c'est dû au traumatisme que j'ai subi avec ma belle-mère. Elle dit que j'ai reproduit les violences subies. Mais ce n'est pas une excuse, n'est-ce pas? Amara s'assit à côté d'elle. Non. Une explication n'est pas une excuse. Tu avais le choix. Et tu as choisi de perpétuer le cycle. Zuleka pleura en silence pendant de longues minutes. Puis elle murmura, « Je ne sais pas quand je suis devenue ce monstre. Je voulais juste que mes enfants soient heureux. Mais au lieu de ça, j'en ai fait des lâches. J'ai élevé des enfants qui me craignent mais ne me respectent pas vraiment. Et je suis devenue celle que je détestais le plus, ma propre belle-mère. Cette femme qui m'a torturée pendant des années. J'avais juré de ne jamais lui ressembler. Et je suis devenue pire. » Amara prit une grande inspiration. « Madame Zuleka, vous pouvez changer. Mais il faut vraiment le vouloir. Il faut travailler dur. Il faut affronter ses démons. Et surtout,
Il faut demander pardon, pas seulement par des mots, mais par des actes. Il faut réparer ce que vous avez détruit, même si cela vous prend le reste de votre vie. Zuleka la regarda avec un regard désespéré. Vous ne partez pas? Vous ne m'abandonnez pas? Amara a été honnête. Je quitte cette maison. J'ai besoin de construire ma vie avec Kwam, loin de cet endroit chargé de tant de souvenirs douloureux. Mais je ne t'abandonnerai pas. Je viendrai te voir. Je t'aiderai dans ton traitement. Je serai là quand tu auras besoin de moi. Non pas par obligation, mais par compassion. Car seuls les forts comprennent le poids de l'amour. Et j'ai choisi d'aimer cette famille, toi y compris, malgré tous tes défauts. Elles restèrent longtemps enlacées. Lorsqu'elles se séparèrent enfin, Zuleka s'essuya le visage et demanda avec hésitation. « Puis-je te poser une question ?» Amara hocha la tête. « Pourquoi n'as-tu pas fui? Tous les autres ont fui ou ont fait faillite. Pourquoi es-tu resté te battre ?» Amara réfléchit longuement avant de répondre. « Parce qu'il fallait bien que quelqu'un arrête ce cycle. Il fallait bien que quelqu'un dise ça suffit. Si j'avais fui, tu aurais continué à détruire d'autres femmes. Et je ne pouvais pas laisser faire ça. » Zuleka la regarda avec une lueur nouvelle dans les yeux, un véritable respect. « Tu es la belle-fille que j'aurais dû être. Forte, mais pas cruelle. Ferme, mais pas insensible. Courageuse, mais pas agressive. » Amara sourit tristement. « Je suis juste quelqu'un qui a refusé d'être une victime. Et qui s'attend à ce que tu refuses aussi d'être une bourreau. » Zuleka hocha lentement la tête, comme si elle comprenait enfin quelque chose de fondamental. Au cours des mois suivants, la famille Okoro a complètement changé. Tobias a recommencé à parler, à rire. Les enfants ont commencé à venir plus souvent, non par obligation, mais par désir. Adjoa a entamé une thérapie et a commencé à construire sa propre identité, séparée de sa mère. Et Zuleka, lentement, douloureusement, a commencé à changer. Ce ne fut pas rapide. Ce ne fut pas facile. Il y eut des rechutes. Des moments où l'ancienne Zuleka tenta de ressurgir. Mais désormais, il y avait des limites. Et elle savait que si elle les franchissait, elle perdrait tout. Un jour, 6 mois après la nuit de la confrontation, Amara reçut un appel de Yara. Sa première belle-fille, celle qui avait été hospitalisée pendant 15 ans. « Amara? C'est toi ?» La voix était faible mais lucide. « Oui, Yara. C'est moi. Comment vas-tu ?» Il y eut un silence. « Mieux. Grâce aux soins appropriés que je peux maintenant me permettre grâce à l'indemnisation, je vais mieux. Les médecins disent que je pourrai sortir de l'hôpital dans quelques mois. Et je voulais te remercier. Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. » Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu t'es sauvé en survivant. J'ai juste aidé à ouvrir la porte. » Yara continua. « Donna Zuleka m'a envoyé une lettre. Elle me demandait pardon. Elle disait qu'elle paierait mon traitement pour le reste de ma vie si nécessaire. Crois-tu qu'elle a vraiment changé ?» Amara fut honnête, elle essaie. Un vrai changement prend du temps. Des années, peut-être. Mais oui, je pense qu'il y a de l'espoir. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, le manoir Okoro est un endroit différent. Toujours luxueux, mais des rires sincères résonnent désormais dans les couloirs. On discute sincèrement à table. Il y a une affection sincère. Zuleka, maintenant âgée de 64 ans, est plus douce. Elle a encore des moments d'obstination, mais elle a appris à s'excuser. Elle a appris à écouter. Elle a appris, petit à petit, à aimer sans vouloir contrôler. Lorsque le cadet, Jabari, présenta sa nouvelle petite amie, tout le monde retint son souffle. Mais Zuleka se leva simplement, s'approcha de la jeune fille et lui dit « Bienvenue dans la famille. Ici, tu seras traitée avec respect et amour. Car j'ai appris que la famille ne se construit pas sur la peur, mais sur l'acceptation. » La jeune fille fut surprise. Amara, qui rendait visite à Kwam, sourit. C'était un réel progrès. Et chaque fois qu'une nouvelle femme rejoint la famille Okoro, c'est Amara qui la salue en premier, la serre dans ses bras et lui dit « Ici, tu seras respectée. Ici, tu auras voix au chapitre. Ici, tu seras une vraie famille. Parce que nous avons décidé de briser ce cycle. Et nous veillerons à ce qu'il ne se reproduise plus jamais. » Les femmes âgées d'Abidjan racontent encore l'histoire de la belle-mère la plus cruelle de la ville. Mais aujourd'hui, elle conclut en disant « Elle s'est trompée de belle-fille. » Et cela lui a non seulement sauvé la vie, mais aussi l'âme de toute une famille. L'héritage d'Amara n'était pas la vengeance. C'était la guérison. Et les nuits tranquilles, quand Zuleka est seule dans sa chambre, elle regarde une photo de toutes ses belles-filles réunies, toutes souriantes, et murmure « Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. »
Et pour la première fois depuis des décennies, elle dort paisiblement, sans cauchemar de monstre. Parce qu'elle n'en est plus un.